Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour à tous, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, nous recevons Tristan Dob de Travel Assist. Nous allons parler d'expérience client pendant le séjour et des canaux de communication également. Bonjour Tristan. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours et de Travel Assist, comment l'idée en fait a germé l'idée de son entreprise? Oui, alors tout d'abord, donc j'ai 49 ans, je suis un jeune start-upper, je suis un papa de 6 enfants, contrôleur de gestion de formation, et j'ai passé toute ma carrière dans le monde de la relation client, de la stratégie client, et l'idée de Travel Assist, qui est le projet que je porte depuis 4 ans et qui est maintenant vivant depuis 2 ans, m'est venu en 2016 parce que j'ai accompagné une marque sur un projet de bot pour optimiser un service de conciergerie avec un service digital. Et donc l'idée a fait son bonhomme de chemin où je crois avant tout à l'homme et au service humain. Et le déclic s'est fait dans un deuxième temps lorsque j'ai eu l'occasion d'accompagner un couple d'amis coincés en plein Manhattan avec leurs 2 adolescents pendant une tempête, et tout leur planning a été complètement changé. Il se trouve que je suis passionné de cette mégalopole. Et donc je les ai accompagnés de manière assez intuitive sur WhatsApp pendant 5 jours, et leur retour lorsqu'ils sont passés à la maison quelques jours plus tard était pour moi une révélation, et c'est cette révélation qui a été le fil rouge, le fil d'Ariane que je tire maintenant depuis un peu plus de 4 ans et demi. Donc en fait c'est ton expérience personnelle à un moment donné qui t'a donné cette idée, donc c'est chouette. Et donc c'est comme ça, du coup, finalement, c'est l'objet de ma deuxième question, que tu t'es intéressé au monde du voyage. En fait, c'est venu à toi un peu par hasard, finalement. Parce que tu viens pas, je sais, du monde du voyage. Toi, tu viens vraiment du monde de l'expérience client à la base. Exactement. Je viens du monde de la relation client, et c'est en fouillant cette idée de service, d'accompagner, d'avoir alors je pensais pas, j'avais pas une idée préconçue de la conciergerie de voyage. Mon rêve est plutôt une sorte d'assistant personnel de voyage par messagerie instantanée, par chat. Et bon, j'ai eu la chance de beaucoup voyager à titre professionnel, à titre personnel, et donc j'ai eu l'occasion de faire tester ce type de service qui a évolué de manière itérative pendant pas mal de temps, et c'est en fouillant, en apprenant, avec beaucoup d'humilité, en essayant de découvrir et analyser le marché du voyage, que j'ai souhaité aussi intégrer dans mon service une logique d'expérience client et de relation client. Et par rapport à ça, quels sont les services que tu proposes du coup via la messagerie, et les innovations en fait majeures de Travel Assist? Alors on a compris que c'était un canal du coup qui était uniquement en messagerie, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. En fait, je sais que le sujet est compliqué, c'est-à-dire qu'avant avant l'arrivée du Covid, mon service était déjà opérationnel. Il existait, et pourquoi ça a été une évidence pour moi auprès des professionnels du voyage? Parce qu'il manque quelque chose pendant le voyage. L'idée, c'est d'assurer la continuité de la présence d'une enseigne, d'une marque, d'apporter un lien qui permet une relation, permet
comment dirais-je, un lien émotionnel, mais une réassurance aussi. Mais bien évidemment, et aussi, et a fortiori aujourd'hui, Oui. une bienveillance, une réassurance et de l'efficacité au quotidien. Je reprends un exemple que j'ai eu très très récemment en discutant avec une très grosse enseigne française avec qui je proposais mes services, avec mon équipe commerciale, et elle me disait, mais vous savez, 98% des demandes que nous avons pendant le voyage sont des urgences. Et je me suis permis de lui expliquer que nous, dans notre quotidien, après avoir accompagné plus de 2000 voyageurs, 98% des échanges que nous avons avec les voyageurs ne sont pas des urgences. Et c'est là où toute la différence se fait, en fait. Alors, on est là, bien évidemment, pour les périodes sensibles, mais il peut y en avoir beaucoup, comme on est là au quotidien. Et c'est ces moments clés du quotidien où on apporte une continuité, une intelligence, et on évite les contacts, on évite de rechercher pendant des heures sur Internet, et on a une relation où on n'est pas systématiquement considéré comme un produit, mais sur lequel il y a une notion de rendre service. Et cette notion, elle peut être pour tout type de demande du quotidien. Voilà. C'était mon rêve qu'on a réussi à transformer en réalité, même si on a été un petit peu accéléré avec, accéléré d'une certaine sur l'avenir, mais en tout cas au quotidien comme tous, on est complètement à l'arrêt depuis quelque temps, ouais. Ouais, toi, ce que tu apportes, en fait, c'est la continuité, la réassurance et tous ces éléments-là qui sont d'ailleurs fondamentaux pour encore plus là avec la période quand on va reprendre un peu les voyages, les gens vont avoir besoin encore plus qu'avant de cette réassurance-là pendant le voyage et de pas avoir de coupure, parce que de toi, ce que tu apportes, c'est après le paiement, finalement, il peut y avoir, de ce que tu disais, de ce que je crois comprendre, qu'il y avait une certaine coupure et que pas forcément une continuité, sauf en cas d'urgence. C'est ça? Oui. Alors, je sais que c'est un sujet sensible parce que c'est pas obligatoirement l'analyse que font beaucoup d'acteurs, mais en tout cas, si je fais le parallèle avec mon passé professionnel, c'est vrai qu'il y avait une forme de ce qu'on appelle le post-coitum, c'est-à-dire qu'il y a eu une forme de no man's land à partir du moment où il y a l'acte de paiement, c'est-à-dire que le projet se réalise, il est réalisé, et donc déjà il est compliqué, mais c'est pas notre sujet, de bien accompagner le moment avant le départ en vacances, mais ou en voyage pour diverses raisons, mais effectivement pendant le voyage, les seuls points de contact sont soit le réceptif, soit en situation d'urgence le numéro du portable du directeur de l'agence, ou le numéro d'assistance si c'est un Théo ou un producteur ou autre. Et donc il n'y a pas une relation quotidienne qui peut être mise en place. Et un voyageur, de là à ce qu'il fasse un mail, de là à ce qu'il passe un coup de fil à l'étranger, il est évident qu'il le fait pour des bonnes raisons. Or, aujourd'hui, on a des outils qui permettent de façon très simple, puisqu'on commence toujours par leur souhaiter la bienvenue, savoir si tout s'est bien passé, s'ils sont bien installés. Voilà, on leur donne quelques petits conseils si c'est nécessaire. Et donc, il y a une relation qui se met en place et il nous pose un certain nombre de questions. Et en définitive, on assure véritablement la continuité sur place, tout en restant discret. Et donc, il y a une conversation qui s'instaure. Comme autre point d'exemple qui illustre ce que je suis en train de te dire, tu as en moyenne 7 voyageurs sur 10 qui nous transfèrent leurs photos de voyage. À des intérêts, alors soit liés à des recommandations, soit en réaction d'une situation ou une autre, soit ne serait-ce que pour partager un moment. Voilà. Donc il y a une relation de confiance qui s'installe. Et en fait, est-ce que tu penses, par rapport à cette relation de confiance qui s'installe, que c'est le type de canal, la messagerie, c'est un canal qui permet justement plus de facilité, qui est plus accessible et moins engageant pour les clients? Est-ce que
Oui, c'est simple. En fait, tu vois, même lorsqu'il y a des menus déroulants et que tu vas sur Internet, ça commence à être très compliqué. Lorsque tu essayes d'identifier tout un tas de services et d'options et d'opportunités de rechercher, eh bien, on s'aperçoit qu'au bout du compte, ils sont rarement utilisés. À partir du moment où tu rentres dans une logique de conversation, bah, quelque part, tu peux tout demander, même de la simplicité. En accompagnement, c'est assez pédagogique. Et l'écrit, voilà, on a tout type de positionnement, mais tu as des voyageurs qui te posent une question le matin et qui vont se connecter entre midi et 2 parce qu'ils vont déjeuner, ils vont capter du Wi-Fi, ils vont avoir des réponses, ils vont réengager sur d'autres questions qu'ils vont poser peut-être pour le soir ou le lendemain. Et voilà, ça va se passer de cette manière-là, souvent. Et c'est vrai que c'est une relation simple. D'accord. Et alors on va repasser sur la partie plus contact avec le client. Donc tu nous as un peu parlé de ta manière un petit peu, enfin votre manière d'aborder le client. Comment aujourd'hui justement vous prenez contact avec le client et pour quel type de service? Alors j'ai compris que vous avez une petite phrase d'accueil, etc. Mais quels sont à peu près? Est-ce que tu peux nous citer un petit peu la liste de tout ce qu'on peut faire en fait avec vos services finalement? Bon, j'aurais tendance à te dire qu'en définitive, on peut tout faire tant que ça reste légal et en adéquation avec de l'enseigne ou de la marque pour laquelle on travaille. Mais au quotidien, oui, il y a la phase d'accueil, de bienvenue, savoir si tout se passe bien. Mais dès ce moment-là, on a déjà eu des clients qui nous ont passé des voyageurs, en tout cas, nous ont transmis l'information qu'ils étaient un petit peu désolés d'avoir. Ils partaient avec leurs 3 enfants, ils avaient un des lits qui était dans leur chambre de couple et qu'ils pensaient que tout était organisé pour qu'ils soient en deux chambres séparées. Eh bien, on a organisé cette petite situation irritante en direct avec l'hôtel et le temps qu'ils prennent un encas, la situation a été résolue et on l'a anticipé sur les étapes d'après. Mais au bout du compte, tous les jours, on peut nous demander tout un tas de choses. Mais on peut demander quels sont les horaires, de transport pour quel est le meilleur itinéraire pour aller, je sais pas moi, un super outlet qui se trouve à 30 km de New York. Quels sont les horaires? Est-ce qu'il y a des liens de réservation pour pouvoir payer son transport? Est-ce que alors qu'est-ce qu'on nous a posé? Si je reprends dans l'histoire de New York, un matin il y avait un déluge de neige à New York et on nous a demandé si leur hélicoptère partait bien à 10h du matin. Donc on a contacté bien évidemment ils nous ont transmis leur voucher, on a contacté directement l'organisme et on a vu avec eux parce qu'ils n'étaient pas spécialement à l'aise pour parler en anglais et on a vu en direct avec eux. Et le fait est qu'il y avait un petit peu de retard, mais que leur activité allait bien sûr se réaliser. On peut nous poser des questions pour chercher une idée d'activité, pour ça peut être un peu tout, quoi. En fait, finalement, plus de l'information, de la réservation, un oubli dans le planning, qu'est-ce que je dois faire demain Voilà, comme on a eu, c'est vraiment tout, comme on a eu très récemment. Alors, on est à la lisière de l'assistance, mais c'était pas quelque chose de bien grave. On a eu un couple de voyageurs canadiens pour un client d'ailleurs de Montréal, qui était à la Barbade il y a 3 semaines et qui a eu une poussière dans l'œil 2 jours avant. Ils nous ont demandé de leur trouver un ophtalmo qui soit compatible avec leur carte d'assurance privée, et on leur a trouvé et on leur a pris une réservation très rapidement, et pourtant ils étaient paumés dans un petit village sur la Barbade. Donc oui, effectivement, ça peut être dans n'importe quelle demande du quotidien. Et après, ça peut être des conseils, ça peut être de l'organisation, mais comme ça peut être un certain nombre de problèmes. On a eu un couple qui arrive à Dubaï et qui a oublié le sac à langer dans l'avion, avec leur petite fille de 6 mois. Comme on a eu un couple à La Réunion qui a perdu leur clé de voiture en se promenant dans un cirque.
Voilà. Alors il y a des demandes qui sont plus compliquées que d'autres, comme on a accompagné une demande en mariage, on a accompagné des anniversaires surprises, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un petit cadeau et qu'il y ait un petit gâteau d'anniversaire à la fin du repas dans un restaurant paumé en Indonésie. Qu'on leur avait au préalable réservé, et c'est vrai que pour ce genre de démarche c'est sympa. C'est un peu plus long que prévu, mais ça apporte des très belles histoires et en définitive en 10 minutes, un quart d'heure c'est réalisé quand on a l'habitude de le gérer. Ouais, donc ouais, c'est vraiment le côté sympa, à tout moment je te contacte et je peux faire en fait tout ce que je veux finalement, enfin dans la limite évidemment du légal, quoi. Oui, tout à fait. Et après avec une logique qui est à deux niveaux. La première logique, c'est que on va pas avoir le réflexe nous, ce que j'appelle le réflexe Google, mais Advisor, c'est-à-dire qu'on va plutôt essayer de favoriser des locaux, donc on va avoir des réflexes réceptifs, on va avoir des réflexes de petites structures locales. Plus que la simplicité de prendre un gros player local et essayer de faire en sorte que ça soit adapté effectivement au profil du voyageur. Mais en même temps, on va bien évidemment, si je suis l'enseigne X Travel, mais vous n'hésitez pas à passer par moi si jamais ils ont des demandes particulières qui sont liées parce que j'ai mes contacts réceptifs, parce que j'ai déjà mon propre partenariat avec eux. Et donc, s'il y a des demandes particulières, vous n'hésitez pas à nous tenir informés et voir comment on peut vous accompagner. Le réflexe sera fait et automatiquement, on mettra en avant, bien évidemment, la possibilité de travailler, et c'est notre rôle, j'aurais tendance à te le dire. Et c'est le réflexe qu'on peut faire, comme il y en a certains qui nous mettent à disposition leur identifiant catalogue, pas du tout pour gérer la réservation, mais pour préparer le lien. Après, le gré à gré se fait via l'agence. Nous sommes là au nom de l'agence ou au nom du producteur. Tu vois. Ouais. Donc il y a une partie côté client et il y a une partie aussi en marque blanche avec les producteurs. On va en reparler. La question que je voulais te poser, c'était par rapport aux enjeux plus précisément que dont Travel Assist répond. Donc on a vu c'est l'omnicanalité via la messagerie, le besoin de réassurance, le duty of care. On s'assure pendant tout le séjour que le client il est chouchouté et avec une expérience fluide tout le long. Et alors du coup, vous maintenez contact à quelle fréquence avec les clients? Comment ça se passe? Alors on a nous une démarche standard, mais après elle est complètement à mettre en adéquation avec les souhaits et l'ADN des marques et des enseignes que nous représentons. Donc, normalement, tous les 24 à 48 heures, on fait un petit coucou qui est lié à leur roadbook, qui est lié à une actualité ou à la météo, ou à leur changement de lieu d'hébergement. Et ça va nous donner une occasion pour demander si tout va bien, si tout se passe bien, etc. Et c'est ce qui permet de réengager la conversation. Mais dans certaines circonstances, on nous a déjà dit, pour tel type de client, de ne pas le faire et de rester systématiquement en attente. Donc c'est complètement adaptable, mais de manière standard. On a effectivement des steps à 24 heures, puis après 48 heures plus tard de ces 24 heures. Après on se désengage. L'objectif c'est de rester discret, c'est surtout pas. Et puis on n'est pas là pour vendre quelque chose, on est là pour te rendre service. C'est la démarche. Voilà. Mais c'est vraiment une logique. Oui, ça arrive très très rarement que l'engagement ne se fasse pas. Ça arrive. Une fois sur 20, une fois sur 30, mais c'est normal, pour différentes raisons, et puis peut-être lié au contexte aussi de leur voyage. Mais en général, il y a un engagement qui se met en place assez rapidement. Alors, par rapport à ça, justement, la question qu'on a un peu posée un peu à tout le monde et qui, à mon avis, tout le monde se pose, c'est la moyenne d'âge. Est-ce que
finalement, quel est votre constat par rapport à l'utilisation de la messagerie? Alors, on pourrait penser, alors, en tout cas, moi, c'est de l'image que j'ai. Alors, peut-être que justement, tu vas un peu casser cette image-là, que ça va être plutôt peut-être les jeunes générations qui vont utiliser la messagerie et les générations un peu plus seniors vont peut-être un peu moins utiliser ce canal avec lequel elles sont moins habituées. Alors maintenant, peut-être qu'elles sont de plus en plus habituées, parce que tu l'as dit, hein, tout le monde se met à Zoom, on Skype avec sa grand-mère, etc. Oui, oui. Quel Ouais, est non, tu votre as tout retour? à fait raison. En fait, c'est assez particulier parce que paradoxalement, toutes les générations utilisent facilement notre service. Euh, D'accord. Les jeunes adultes, allez, 18-30 ans, vont plutôt être ce que j'appelle moi top bottom-up, c'est-à-dire qu'ils vont poser une question, ils attendent une réponse, basta. On rentre pas dans une logique de conversation, ils attendent un point. En général, les demandes sont souvent au dernier moment. Et donc là, ils attendent réactivité. Voilà. Après, tu vois, les 30-45 ans sont plus dans une démarche en cas de problème ou en cas de pépin. Ah ben tiens, mais on va en profiter pour leur poser la question dans une situation X ou Y. Donc ils sont dans une situation presque d'au cas où. Mais dès que la conversation s'enclenche, et surtout si en plus ça répond parfaitement, et c'est souvent le cas, mais parfois on peut, pour plein de raisons, avoir aussi on dirait plonger dans son expérience et on n'a pas obligatoirement tout de suite le premier réflexe de notre service, mais en général ça se met en place assez rapidement et il l'utilise assez régulièrement. En tout cas, c'est plus régulier que les jeunes adultes. Et alors, le plus gros des paradoxes, c'est les plus de 45 ans, et on peut monter jusqu'à 70, 75 ans, 80 ans, c'est arrivé aussi. Voilà, ça va être parfois des questions un petit peu simplistes, un petit peu au début, un petit peu déroutantes. Souvent des tests, tu vois, je suis devant un restaurant qui est fermé pour travaux et je demande dans la rue s'il y a un restaurant d'ouvert. Mais par contre, ce sont les plus de 45 ans sont ceux qui sont les utilisateurs les plus avertis en définitive du service, parce qu'ils vont poser des questions d'ordre culturel, des questions d'ordre historique, des questions d'ordre logistique, des questions ceux avec qui on a le plus de typologie de demande sont les plus de 45 ans. On va repasser un peu plus sur la partie aujourd'hui avec donc moins côté client mais côté marque. Alors aujourd'hui, avec qui tu travailles et plus précisément quels intérêts du coup du côté des marques, tu peux nous citer tous les avantages aujourd'hui d'une marque à travailler avec Travelers? Oui, alors déjà, on a lancé notre commercialisation en février 2020, hein, donc on n'a malheureusement pas eu l'opportunité de pouvoir commercialiser et accompagner au maximum, mais on a ceux qui nous ont fait confiance très tôt, et puis on a ceux qu'on a réussi à intégrer tout au début au mois de février, et puis on a sont arrivés très récemment, parce qu'on a relancé notre commercialisation depuis mi-novembre, et donc pour préparer demain. Et aujourd'hui, on a un peu moins de 30 contrats de partenariat, et notre objectif était plutôt en tout cas dans notre réorganisation stratégique, on travaille par marché de langue, donc on travaille avec donc dans un premier temps sur le marché francophone, et c'est ce qui nous a permis de pouvoir avoir des partenariats en Belgique avec un tour opérateur, avec des agences de voyage en Suisse, au Canada, et aussi en France, à Monaco aussi. Et on discute
Ouais, donc des acteurs variés et des marchés variés, en fait. Exactement. Et donc la logique en plus internationale est arrivée même plus vite que prévu. Et donc là, on prépare exactement la même démarche pour les marchés anglophones et d'ici la fin de l'année sur le marché hispanophone. Et donc quelque part pour les petites agences, tu vas me parler des intérêts majeurs, mais pour une petite structure, c'est le premier réflexe souvent de questionnement quand on communique, quand on échange, ce fait de pouvoir souffler un peu le soir, le week-end, la nuit, avec le fait de dire je vous accompagne sur WhatsApp ou n'hésitez pas à m'appeler sur mon portable ou et à un moment donné ou à un autre, quand elle commence à avoir un peu d'activité ou quand on n'ose pas ou quand on s'organise un peu plus, enfin, c'est toujours compliqué cette histoire aussi d'astreinte dans les agences quand elles sont un peu plus importantes, quand on n'a pas encore une structure d'assistante à part entière, c'est aussi de souffler là-dessus. Et puis après, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est qu'il y a le retour des clients voyageurs qui, eux, sont dans une logique où ils ont continué à échanger avec eux et ils leur apportent un retour qui est complètement différent de ceux qu'ils avaient avant. Et puis nous, en plus, on leur permet de pouvoir avoir des informations en temps réel sur leurs clients, sur leurs partenaires locaux, sur les ressentis en temps réel de leurs voyageurs et leurs clients. Et ça apporte un niveau complètement différent et plus élevé, et qui rentre un peu plus d'ailleurs dans mes expériences passées. Voilà, on apporte une expérience relationnelle qui est vraiment différente. Et en plus, on peut petit à petit, et c'est ce qu'on fait avec des marques moins confidentielles. Enfin, c'est pas pour ça que j'en parlerai. Je veux dire par là avec des marques plus importantes, plus renommées, où là, il y a un travail de construction pour qu'on soit vraiment dans la poursuite d'ADN et qu'on ait la posture et qu'on ait vraiment la continuité des valeurs de la marque dans l'accompagnement. Mais ça n'empêche pas que la délivrance de notre service, c'est de faciliter, d'être là tout le temps, de permettre et de générer des revenus complémentaires. Alors, pour te donner une idée, notre service, c'est moins de 4 € par jour hors taxe sur un voyage de 15 jours, enfin 14 jours, 20 à 14 jours. Et en général, les professionnels font un coefficient à discrétion qui l'intègre dans le coût du voyage. Donc, c'est des sommes qui sont relativement raisonnables sur un budget commun. Ça, c'est une évidence. Et en même temps, en temps réel, on a une connaissance d'expérience client. On a une visibilité à 360, je te dis, sur les partenaires, sur les informations locales, sur les points parfois un peu déceptifs, parfois les effets waouh. On a tous ces éléments-là en temps réel qui nous permet aussi d'ajuster nos produits, nos offres. Alors je parle nous dans la globalité, mais on apporte des informations. Et comme on peut aussi les standardiser, ça nous permet aussi d'apporter un nouvel outil de surveille aussi. Et puis enfin, effectivement, de la connaissance client. Parce que les informations qui sont échangées ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à la marque qu'on représente, et ça leur permet intelligemment de pouvoir créer une vraie relation sur du long terme pour les accompagner dans leur prochain voyage. Donc c'est important en termes de fidélisation. Ouais, donc il y a tout l'aspect fidélisation, mais aussi l'aspect je contrôle aussi mes prestataires à destination, que le service qui est délivré, il est exactement celui qui a été demandé. Donc il y a toute cette connaissance-là tout le long, et une rectification hyper rapide s'il y a un problème. Et il y a aussi la délivrance dont tu en parlais, donc je trouve ça aussi super intéressant, c'est standardisation de la relation client. À la fin, il va avoir finalement le même interlocuteur, peu importe le canal finalement par lequel il réserve, que ce soit en ligne, auprès d'un agent de voyage, etc. Parce que les marques finalement elles se distribuent en multicanal aujourd'hui, elles se distribuent pas que dans un seul canal, donc elles peuvent être en B2C, en B2B, etc. Et on n'a pas forcément, je pense, la visibilité sur la manière dont est vendu le voyage et le discours qui a été tenu justement à la vente du voyage. Donc là, si après il y a quand même un contrôle de comment ça se déroule, ça permet d'avoir cette standardisation-là. Et à mon avis, c'est quand même un point sur lequel aujourd'hui les marques n'ont pas la main. Donc ça, c'est hyper, tout à fait. Intéressant. Et d'ailleurs, comme tu le dis très
bien, c'est-à-dire d'avoir une continuité sur un seul point de contact, quelque part permet de limiter dans des situations, une conjoncture actuelle sanitaire qui est pas simple, de limiter les autres points de contact, limiter les autres contacts humains qui pourraient générer de l'anxiété, et donc d'avoir un seul et même interlocuteur simplifie effectivement la relation, et permet à un seul et même endroit aussi de concentrer l'information. Et voilà, parce qu'on sait très bien que nous, au moment où on agit pour une enseigne, avec nos équipes, on est à 100% avec cette enseigne-là, et on aura une réaction qui sera à 100% pour elle dans le moment de l'accompagnement, ce qui n'est pas obligatoirement le cas de toute la chaîne des points de contact qui peuvent avoir pendant un voyage. Donc on représente véritablement la marque du roadbook, et du carnet de voyage qui a été mis à disposition, et donc tout le long on l'accompagne en ce nom, et donc il y a un seul point d'entrée, et parfois on nous demande même d'interagir directement avec les réceptifs, d'interagir avec les transferts. Tu as un contact direct avec le client tout le long finalement, même s'il y a un problème, et en fait tu n'agis pas au moment du problème aussi. Si jamais il y a un problème, un retard de vol, un vol qui change, etc., j'imagine que les marques elles peuvent aussi s'adresser à toi en se disant voilà, finalement est-ce que tu peux régler le problème et discuter directement avec les clients, puisque tu es déjà en contact avec eux. Et finalement c'est pas pour ça d'ailleurs qu'il faut prendre l'assist, mais ça peut être un levier supplémentaire de se dire que voilà, le client à un moment, si jamais il y a un problème, et ben comme il était déjà en contact avec toi pour d'autres sujets qui sont pas sensibles, finalement s'il arrive un sujet un peu plus sensible, et ben il y aura toujours cette expérience à la fin qui attention, on n'agit pas comme un acteur de référence dans des situations d'urgence. En général, on établit une escalade avec l'enseigne et avec le professionnel du voyage. Cette escalade nous permet de savoir exactement quelles sont les informations importantes, vers qui on doit se retourner. Parfois, certains travaillent avec des assistances, parfois avec dans toutes les situations d'urgence, même si, comme je te le disais, en ce qui nous concerne, ça n'arrive que dans 2% des cas. Ces 2%, on les gère avec toute la prudence, la réactivité et l'implication nécessaire, mais d'autant plus qu'en général, là, ce sont les périodes où l'enseigne va avoir à agir ou interagir avec d'autres parties prenantes, tu vois, parce qu'on peut pas accéder au GDS, on peut pas modifier un vol, on peut pas, on n'a pas. Oui, bien sûr. Voilà, on est là pour apporter de l'expérience client sur place tout au long, et au même dans ce titre, on va réagir en niveau 2, en niveau 3, selon la formalisation qui est attendue par l'enseigne et la marque de voyage, tu vois. Oui, mais bon, après, tu fais office quand même de réassurance, qui est quand même un gros boulot aussi, que peut-être que s'il y a une personne qui s'occupe et qui est justement dans l'opérationnel, va peut-être pas avoir le temps de s'occuper de la partie réassurance. Donc toi, tu es complémentaire aussi à ce aux besoins que peut avoir la marque, en plus du fait de pouvoir être là tout le temps. Oui, finalement, et puis on l'a déjà vécu. Sujet, quoi. On l'a vécu malheureusement mi-mars en 2020, parce qu'on a malheureusement eu l'obligation d'accompagner et de réassurer les réintégrations de voyageurs auprès de leur domicile, et qui étaient un petit peu partout. Et donc là, on était le premier contact, et en interrelation avec les agences ou professionnels de voyage. Et donc là, on a eu tout un tas de choses, mais on était le premier tampon. Et ce tampon-là, il était de réassurer, de simplifier les échanges, et tout s'est très très bien passé. Voilà, il faut quand même pas oublier que la volonté de ma promesse de service, c'est d'apporter un service d'assistant personnel de voyage, un service de conciergerie, et and so, mais donc avoir une logique de conciergerie privée en quelque sorte, mais pour un prix qu'on pourrait
considéré comme low cost quelque part. Et pour y arriver, surtout si on est dans une démarche d'avoir un interlocuteur humain systématiquement, cela ne serait jamais possible sans technologie. Et donc derrière, on travaille avec 2 laboratoires, avec l'INSA à Lyon et avec le CNRS, un laboratoire Hubert Curien à Saint-Étienne, qui sont tous les 2 spécialisés en machine learning et en reconnaissance naturelle de langage. Et ils nous aident à prioriser les demandes des clients, ils nous aident à faire de la traduction automatisée, ils nous aident à prioriser pour qu'on puisse gérer les différentes compétences qu'on a au sein de nos équipes. Ils nous aident aussi parce que on remonte en surface. Ils font la machine nous aide à aller chercher les informations et proposer des informations qui correspondent aux attentes des voyageurs pour le concierge, c'est-à-dire qu'ils travaillent en collaboration pour le concierge, pour nos équipes donc, et nos équipes, elles, vont se servir donc de notre technologie qui les aide au quotidien en allant chercher toutes les informations, en essayant de trier, voilà, pour faciliter notre réaction. Et derrière, ce sont nos équipes qui passent des coups de fil, qui envoient des mails, qui échangent parfois, là pour le coup, sur WhatsApp ou dans d'autres situations. Mais la relation qu'il y a systématiquement avec le voyageur se fait par messagerie instantanée. Et donc c'est la cumulation de ces 2 pans, plus travailler avec des prestataires centres de contact qui sont depuis très très longtemps dans le monde du tourisme, qui parlent plusieurs langues. Et comme je viens de cet univers, j'ai eu la chance de pouvoir me faire accompagner par des équipes de très haut niveau et de réussir à trouver un modèle cohérent pour que ça soit un pricing qui permet de mettre notre service à disposition du plus grand nombre pour un prix relativement faible quelque part par rapport à ce qu'on entend dans le prix du marché dans la conciergerie privée. D'accord. Donc du coup, alors c'était une question que j'avais par rapport à ça justement. Quelle est aujourd'hui, comment tu veux te développer? Donc tu en as peut-être un peu parlé par rapport à la partie technologique et ton modèle économique. Justement. Alors le développement, tu sais, on a toujours des plans sur la comète et puis on a la vie avec les choses, tu vois, Oui, là, avec la Covid, c'est un peu difficile à se projeter. Donc aujourd'hui, on propose nos services auprès de distributeurs et producteurs de voyages en marque blanche. Et l'objectif, c'est de promouvoir l'intérêt et l'intelligence de nos services sur tous les marchés francophones. Et d'avoir exactement la même démarche qu'on prépare à lancer dans quelques jours sur le marché anglophone. Alors, voilà, exactement dans la même démarche qu'on a entrepris sur le marché français et francophone, et à terme le faire exactement de la même manière pour le marché hispanophone. Mais on discute actuellement pour proposer nos services directement auprès des entreprises pour accompagner le duty of care des voyageurs en déplacement. On a signé d'ailleurs un partenariat avec un très grand groupe français et on accompagne leurs collaborateurs. Alors il y en a beaucoup moins que d'habitude, mais il y en a encore. Dans le voyage d'affaires, justement, alors c'est encore c'est un sujet finalement. Toi, tu vois qu'il y a encore finalement du voyage qui se fait et que justement ce duty of care il est encore plus important finalement. Avec la crise. Quel est ton avis par rapport au voyage d'affaires? Oui, tu as tout à fait raison. Alors en plus, je navigue et découvre, parce que là aussi, c'est un marché bien particulier dans le tourisme. Mais je connais un petit peu le marché de l'entreprise et j'ai été un voyageur professionnel pendant pas mal d'années. J'aurais tendance à te dire que l'aspect juridique international et américaine autour du bien-être, mais de prendre soin, du duty of care, et maintenant une réalité qui devient une condition évidente
dans le marché français, francophone et international. Et il y a une autre tendance qui me semble intéressante de creuser. L'exemple est lié à notre partenariat qu'on a choisi avec un très grand groupe. On n'est pas du tout passé par la partie Travel Manager. On est passé par la direction des ressources humaines du groupe. Et c'est la direction des ressources humaines du groupe qui nous ont fait faire tester nos services auprès de managers. Et maintenant, ce sont les managers qui le proposent à leurs équipes et qui, quelque part, l'intègrent auprès de leur travel manager. Donc, on est dans une démarche inverse, en fait. Oui, mais pourquoi? Parce que alors, ça s'est fait de manière, là pour le coup, ça s'est fait de manière assez naturelle. C'était pas du tout calculé. Mais quelque part, je pense que après coup, l'analyse que je peux en faire, c'est que il y a une vraie responsabilité sociale d'entreprise d'être attentif auprès de ses collaborateurs qui, même lorsqu'ils sont par obligation en déplacement, que ce soit pour du business ou pour toute autre raison qui sont liées à son activité professionnelle, je discutais avec eux récemment, ils ont des techniciens. Quand tu as une usine qui est à l'arrêt en Thaïlande ou à Séoul ou en Pologne, t'es bien obligé d'envoyer 2 techniciens rapidement, Covid ou pas Covid si tu veux. Et donc ce sont pas obligatoirement d'ailleurs des personnes qui ont l'habitude de voyager, et se soucier qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. Ceci étant et c'est ce qui intéresse aussi, je pense, les entreprises, c'est que, comme on le sait, 60% du temps que tu as en déplacement n'est pas du temps professionnel. C'est toute la problématique ce qu'on appelle le blégure, donc c'est hyper intéressant. Ça rejoint cette problématique-là dont on a un peu parlé aussi avec Maxime Beignet, qui a ce concept d'amis local et finalement aussi de mélanger le business et le loisir. J'allais te le dire que moi j'allais te le refaire à l'envers. Je te parlais tout à l'heure d'une voyageuse en Angleterre qui a un cadre français qui est actuellement en déplacement professionnel en Angleterre. Donc elle nous a posé des questions pour l'aider à organiser des petits déjeuners auprès d'une filiale. Et organiser un déjeuner avec une partie de son équipe anglaise. Donc là, tu vois, avec des traiteurs locaux, avec tout un tas de choses, et donc on lui a facilité ce travail. Et puis, d'un seul coup, elle nous a demandé des choses qui sont liées à la découverte de son lieu d'hébergement, des balades qu'elle pourrait faire ce week-end, et pourquoi pas aussi d'agrémenter les repas qu'elle allait préparer pendant le week-end, et donc on l'a accompagnée sur ce sujet, et ça s'est fait de manière assez naturelle, tu vois. Et pourtant c'est le premier voyage qu'on fait avec elle dans le cadre du partenariat qu'on a avec cette entreprise. Donc on est vraiment dans les deux. Ça c'est hyper intéressant parce que toi en fait avec l'expérience client tu touches à la fois au domaine du loisir, au domaine du corpo, et finalement t'es de partout, et finalement l'expérience client on voit qu'elle a pas déjà il y a plus de cloisonnement aujourd'hui. Le cloisonnement il est de moins en moins important, et en fait il y a le blégure il est un peu partout, et le duty of care, et il est aussi très très présent finalement. Tout à fait. Et après il y a un troisième petit lien qui est, et nous sommes en pré-test et on est en discussion aussi de partenariat industriel sur 2 opportunités sur lesquelles nous travaillons, qui est d'apporter nos services auprès des hébergeurs, donc hôtels, résidences, ou distributeurs d'hôtels et de résidences, aussi bien professionnels que particuliers, de simplifier des organisations qui n'ont pas obligatoirement de conciergerie, simplifier des organisations qui n'ont pas obligatoirement d'outils simplifiant les remontées, les demandes XY qu'elles peuvent avoir au quotidien quand elles sont dans une chambre ou quand elles vont y arriver, et donc de voir comment on peut proposer nos services qui permettront aussi bien de réserver un taxi le lendemain matin à 5h du matin que de dire ce qu'elle veut comme petit déjeuner
demain matin aussi, si tu veux. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Enfin, on en est plus qu'au travail. Hein. On est déjà en train de faire des tests. Voilà. Et donc, c'est un sujet que nous prenons aussi avec beaucoup d'intérêt stratégique. On a évoqué énormément de sujets. Super. Merci beaucoup, Tristan, pour tout ça. Parce que je pense que tu as apporté, en effet, beaucoup d'insights sur plein de sujets. Donc et en fait, on voit que l'expérience client, elle est au cœur de tout. Donc, c'est assez génial. Et que finalement, les canaux de communication, finalement, c'est pas vraiment le sujet. C'est un moyen, plutôt qu'une fin. Donc, ça, c'est aussi le constat qu'on fait, avec Travel Assist, et qu'on a fait avec les autres, personnes qui ont pu participer aux interviews qui à la base étaient parties sur plutôt les canaux de communication et au final on s'aperçoit qu'on est sur finalement d'autres sujets beaucoup plus profonds que juste le canal de communication qui finalement est un moyen et pas une fin. Et du coup, quel message toi tu souhaiterais faire passer aux pros, ou est-ce que tu avais quelque chose à rajouter concernant tout ce qui est la conciergerie et puis tout ce qui est l'agilité finalement, parce que c'est une agilité que tu proposes. Alors tout d'abord, merci beaucoup en tout cas de m'avoir permis de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets et j'en suis très honoré. Et effectivement, l'ère de l'expérience client, en tout cas dans le monde du voyage, est une réalité. Elle l'était à mon sens avant la pandémie et aujourd'hui on voit qu'elle l'est parce que et je l'entends dire par nos nouveaux clients, parce qu'elle permet de vendre, parce que ça apporte une sécurité complémentaire. Mais surtout, il ne faut pas oublier quelque chose qui me semble la palissade, comme on dit. Hein. Mais après l'attente d'un voyage, le moment clé reste le voyage. Et donc, le moment clé restera donc d'avoir une présence lors du voyage. Et pas uniquement dans le cadre des impondérables. Et aujourd'hui, on a la technologie qui nous permet de pouvoir disposer de services qui sont humains avant tout, pour les humains, et ne pas rentrer dans une logique complètement robotisée, voilà, on est dans du vrai figital, comme on dit. Et l'intérêt de la conversation, c'est que c'est un interfaçage. Il n'y a pas plus simple. Tu poses une question, si on la comprend pas, on échange avec toi, et du coup, l'interaction, comme elle est humaine tout le temps, on arrive à trouver un outil et un service qui donne du sens pour un coût cohérent et une fiabilité qui est maîtrisée. Et comment on te contacte du coup par messagerie? Alors on peut aller très simplement sur notre site travelassist.io pour nous contacter. Alors effectivement on peut passer par mail ou par notre téléphone de standard. Bientôt on aura un chat en ligne dessus, mais enfin on peut nous contacter par chat directement sur mon LinkedIn ou sur notre page Facebook aussi, et le chat est ouvert. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sans aucun souci pour accompagner et vous aider à tester et accompagner et à trouver la manière dont on peut adapter le service pour préparer la reprise. Ok, super. C'est le moment de préparer votre reprise et puis de contacter Tristan. On vous dit à bientôt pour de prochaines interviews et une excellente journée à vous tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens. Merci à toi surtout, Mélanie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocksment vôtre!